Merci de nous recevoir chez vous. Merci encore d'être fidèle comme ça à votre petit écran pour regarder cette émission Constieka All Week News, dont c'est la dernière pour la saison 2023, les vacances, puisqu'on se retrouvera toujours en 2023, mais là, le 1er septembre. Toute l'équipe de Constieka All Week News prend des vacances à partir du 8 juillet, donc c'est le dernier numéro, pour préparer quand même d'autres activités seront reparties comme ça à travers certains pays pour la couverture des élections présidentielle pour certains, municipale pour d'autres. La Côte d'Ivoire, nos équipes seront ruées de part et d'autre. En Côte d'Ivoire aussi, où il y a des élections municipales et des régionales. Pour l'instant, nous allons nous focaliser sur cette émission, ce dernier numéro, où on parlera de nombreuses activités concernant nos chefs d'État. Et ce sera marqué surtout par la France. Du côté de la France, où nos chefs d'État ont été reçus, ont donné de la voix pour faire entendre la voix de l'Afrique. On en saura un peu plus dans cette émission. Restez des nôtres dans ce Constieka All Week News, entièrement consacré à l'information politique et surtout au travail de nos chefs d'État. Restez des nôtres sur votre petit écran et vous avez fait le très bon choix. A tout de suite. Constieka All Week News vous présente comme ça l'actualité politique et nous allons tout de suite au Togo. Au Togo, le président Faure Essosimba Gnassingbé a accordé une audience à Mme Alice Albright, directrice générale de Millennium Challenge Corporation. On visite au Togo, pays avec lequel les relations sont au beau fixe. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essosimba Gnassingbé, a accordé cette audience comme pour marquer le pas sur les relations diplomatiques entre son pays et tous qui ont un regard focalisé sur le Togo. Reportage. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essosimba Gnassingbé, s'est entretenu à Lomé avec Mme Alice Albright, directrice générale de Millennium Challenge Corporation, en visite de travail au Togo. Les deux personnalités ont approfondi des discussions entamées à Washington en décembre dernier sur le renforcement du partenariat entre le Togo et l'Agence américaine de l'aide étrangère, innovante et indépendante. La directrice générale de Millennium Challenge Corporation s'est félicitée de la qualité des échanges avec le chef de l'État pour la mise en œuvre efficace des projets du programme Threshold. Nous avons une discussion très fructueuse avec le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essosimba Gnassingbé, ce matin. Nous sommes déjà en train de travailler sur un projet. C'est le projet Seuil qui travaille dans le domaine des TIC et également dans la réforme foncière. Nous sommes heureux de vous annoncer que ce programme évolue bien et dans le cas de ce projet, nous travaillerons principalement dans le secteur des TIC et dans le secteur de l'énergie. Nous sommes si impressionnés par ce que le Togo est en train de faire et nous allons continuer à travailler avec le Togo. Cette nouvelle ère de partenariat entre le Togo et les États-Unis d'Amérique est la résultante des progrès considérables réalisés par notre pays en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption, de liberté économique et d'investissement dans le capital humain. C'est vrai que cette semaine a été rythmée par la politique de nos chefs d'État au niveau de la France, avec ce sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Retenez que nombreux de chefs d'État d'Afrique et des chefs de gouvernement ont séjourné à Paris à cette occasion. À la veille de ce sommet, son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, a accordé une audience à son homologue gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ensemble, les deux hommes ont évoqué de nombreux sujets, mais surtout se sont quand même focalisés sur ce sujet important qui concernait le sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Reportage à Paris, Raoul Sankoué. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été le premier chef d'État reçu par Emmanuel Macron à la veille de l'ouverture du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Sommet dont l'objectif est de revoir les règles de financement entre les pays du Nord et du Sud.
Le président Ali Bongo Ondimba a été reçu au palais de l'Élysée par son homologue français, son Excellence Emmanuel Macron. Invité d'honneur au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, la rencontre entre les deux chefs d'État se tient en marge de ce grand rendez-vous qui intervient au lendemain du sommet de Libreville sur la préservation des forêts du bassin du Congo, One Forest Summit, organisé par la France et le Gabon. Le chef de l'État français, son Excellence Emmanuel Macron et son hôte ont eu ce tête-à-tête pour évoquer les liens séculiers d'amitié et de coopération qui unissent la France et le Gabon, tout en redynamisant le partenariat gagnant-gagnant, en explorant des nouvelles opportunités de collaboration dans le domaine tels que l'environnement, la recherche scientifique, ainsi que les innovations de développement durable. Les deux chefs d'État entretiennent des relations très étroites. Ils partagent la même passion pour le football. Surtout, ils sont tous deux très engagés en faveur du climat, sujet sur lequel le Gabon, pays considéré comme le plus carbone positif au monde, est particulièrement en pointe. Après le président Bongo qui a été reçu, président de la République gabonaise, par son Excellence et homologue Emmanuel Macron, c'est fut au tour du président de la République tchadienne, lui aussi, d'être reçu par son Excellence le président Emmanuel Macron pour ensemble discuter des relations bilatérales. Le président Macron et son homologue tchadien se sont retrouvés aussi en marge de ce sommet sur le pacte financier mondial. À Paris, Raoul Sonkoué. À Paris pour le sommet du nouveau pacte financier mondial, le président de transition président de la République du Tchad, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est entretenu avec le président de la République de France, son Excellence Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée. Au menu de ce tête-à-tête entre les deux hommes d'État, la coopération bilatérale. C'est dans une ambiance solennelle et avec des honneurs dus aux grands hôtes que le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est accueilli sur le perron du palais de l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Après la traditionnelle séance de photos, les deux hommes d'État se sont retirés pour des échanges suivis de leurs proches collaborateurs. Le tête-à-tête a été marqué par des discussions approfondies sur des questions bilatérales et l'annonce d'un nouveau pacte financier mondial, l'objet du sommet. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de renforcer les relations entre le Tchad et la France, mettant en avant l'importance d'une coopération mutuellement bénéfique. Le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a souligné les efforts déployés par le Tchad dans la consolidation de la transition politique en cours et a exprimé sa gratitude envers la France pour son soutien continu. De son côté, le président Emmanuel Macron a salué les efforts du Tchad, notamment les réformes socio-économiques et politiques engagées, et a réitéré son engagement à travailler de concert avec tous les pays amis du Tchad pour un aboutissement heureux du processus de transition en cours. Outre ces questions, d'autres sujets bilatéraux tels que la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme ont été abordés. Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de poursuivre et de renforcer la coopération dans ces domaines cruciaux pour garantir la stabilité et la paix tant au Tchad que dans la région du Sahel. Cette rencontre entre le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et le président français Emmanuel Macron, qui intervient à la veille de l'ouverture du sommet pour un pacte financier mondial, est un pas important vers un partenariat renforcé entre les deux pays. Les engagements pris témoignent également de la volonté commune des deux hommes d'État à promouvoir le développement socio-économique du Tchad et de renforcer les liens bilatéraux dans divers domaines. Toujours en France, c'est vrai que ce sommet sur le nouveau pacte financier mondial aura retenu l'attention de tous les médias. On aura beaucoup parlé par médias interposés de ce sommet français pour un nouveau pacte financier mondial. La cérémonie de clôture a été marquée par un dialogue avec nombreux chefs d'État et gouvernement. C'est vrai qu'on aura beaucoup parlé de ce sommet sur le pacte mondial financier. À la clôture de ce sommet, il y a eu de nombreux échanges entre chefs d'État et chefs de gouvernement. Reportage Raoul Sonkoué. La cérémonie de clôture du nouveau pacte financier mondial a été marquée par un dialogue de haut niveau auquel ont pris part de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains. Dirigé par l'hôte du sommet, le président français Emmanuel Macron, ce dialogue a permis d'avoir un débat franc et constructif, mettant en évidence les défis auxquels le monde est confronté et les moyens à mobiliser pour y faire face.
La voix de l'Afrique a résonné lors de cette cérémonie, à la suite du général Mahamad Idriss Déby Itno qui la veille a laissé entendre qu'il est certes bon de se réunir, mais aussi de tenir les engagements en matière de développement international. Le président des Comores, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Azali Assoumani, et le président égyptien, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, l'ont appuyé en soulignant l'importance de prendre en compte le continent africain et sa jeunesse dans les décisions mondiales pour un développement inclusif. Ils ont salué les conclusions du sommet tout en rappelant que de nombreux engagements et promesses en faveur des pays pauvres, notamment en Afrique, n'ont pas été tenus lors des sommets précédents. Tous les chefs d'État africains ont relevé la nécessité de faire preuve de volonté politique réelle pour combler le fossé entre les nations développées et les pays en développement. Le président Azali Assoumani a fait observer que la jeunesse africaine représente un potentiel considérable pour l'avenir mondial. L'Afrique regorge de talents et de ressources inexploitées. Si nous voulons construire un avenir prospère pour tous, nous devons investir dans l'éducation, l'innovation et l'autonomisation des jeunes Africains, a-t-il dit en substance. Les dirigeants africains ont salué les efforts déployés lors du sommet de Paris pour promouvoir l'inclusion financière et économique ainsi que la lutte contre les inégalités mondiales. Ils ont également appelé à la mise en œuvre effective des engagements pris tout en soulignant l'importance de la transparence et de la responsabilité dans la réalisation des objectifs fixés. Le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial a offert une plateforme unique permettant aux dirigeants mondiaux de dialoguer ouvertement et d'exprimer leurs préoccupations communes. La prise de conscience des défis mondiaux et des mesures à prendre pour les surmonter ont été au cœur des discussions. Alors que le sommet s'achève, les regards se tournent désormais vers l'avenir, avec l'espoir que les promesses faites lors de cette rencontre historique se concrétiseront. L'inclusion de l'Afrique dans les décisions mondiales et la prise en compte de ses perspectives seront des éléments clés pour construire un avenir plus juste et prospère pour tous les habitants de la planète. Nous venons en Côte d'Ivoire après ce périple français. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, vole au secours des orphelins de la Défense et de la Sécurité nationale. À cette occasion, il s'est rendu dans le département de l'Alépé. Et c'est dans ce département d'Alépé, principalement à Outoué, que le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a procédé à la pose de la première pierre de l'orphelinat des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Voilà qui montre qu'on pense à tout le monde dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi ça le vœu des populations ivoiriennes. Les orphelins du ministère de la Défense et de la Sécurité ne sont désormais plus oubliés. Il sera construit à cette occasion pour leur bonheur un bel orphelinat. Reportage Raoul Sangoué. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a procédé ce mardi 27 juin 2023 à la pose de la première pierre de l'orphelinat des forces de défense et de sécurité d'Aoutoué, initié par la fondation Force et Vie dans le département d'Alépé. Les populations sont heureuses. La localité va bénéficier d'un orphelinat doté d'un centre de santé et d'un établissement scolaire. Une action qui vise à rehausser le niveau de vie des orphelins venant des familles de forces de sécurité et de défense. L'orphelinat sera ouvert en priorité pour les enfants de forces de défense et de sécurité parce que ceux-là, ils tombent à tout moment. C'est ce qui me motive à pouvoir réaliser cet orphelinat. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, parrain de l'initiative, a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice. Je voudrais donc vous inviter non seulement à soutenir ces actions, mais à les amplifier et à les dupliquer au profit d'autres localités. Les cadres doivent se donner la main pour porter ensemble le développement de leur village et de leur région. Au niveau national, nous devons tous nous engager à renforcer le vivre ensemble de la cohésion sociale, condition indispensable au développement et à l'harmonie de la Côte d'Ivoire. Cet orphelinat, qui sera bâti sur une superficie de 4000 m², comprendra un centre de santé d'une capacité d'accueil de 100 à 150 patients avec des spécialités telles que la médecine générale, la pédiatrie,
l'odontostomatologie et les ORL. Le centre sera construit hors de l'orphelinat parce qu'il sera ouvert au grand public. Une école primaire qui comprendra une crèche, une garderie, une maternelle, petite, moyenne et grande section et 6 salles de classe allant du CP1 au CM2 sont également prévues. Il y aura 5 salles de classe au rez-de-chaussée et 5 autres à l'étage. L'orphelinat des forces de défense et de sécurité d'Aoutoué comprend également un dortoir enfant, bâti en R+2 avec 8 appartements par niveau, soit 24 dépendances pour les filles et 24 autres pour les garçons. Il y aura aussi un terrain de sport, une piscine, un aire de jeu, 2 résidences partielles pour les éducateurs, un réfectoire, une cantine, une bibliothèque, une salle d'études et une salle informatique. Cet orphelinat sera ouvert prioritairement aux enfants des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur, et ce, du fait de la particularité de leur mission régalienne. Toujours en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Achi, n'est de tout repos. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Achi, a reçu des délégations de parlementaires et des délégués économiques allemands. Reportage. Le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Achi, a reçu en audience ce mardi 27 juin 2023 2 délégations allemandes. L'une de parlementaires allemands, conduits par le docteur Karamba Diaby, président du groupe parlementaire du Parti social-démocrate, chef de la délégation, et autres délégués économiques conduits par Anja Eichtorp, secrétaire d'État du ministère fédéral de l'économie et de la protection du climat. Autour du thème central du renforcement de la coopération entre les deux pays, les parlementaires allemands ont évoqué avec le Premier ministre chef du gouvernement ivoirien les questions de la formation professionnelle et de l'intégration des jeunes dans le tissu économique, mais également le rôle de la Côte d'Ivoire dans les relations internationales, notamment dans la sous-région, et la position du pays dans la guerre en Ukraine. Il y a aussi l'idée d'une coopération gagnant-gagnant, et je pense que ça c'est un thème qui était très important pour Monsieur le Premier ministre. Et d'autre part aussi sur le plan international, nous avons parlé aussi des difficultés sur le plan international et le rôle de la Côte d'Ivoire actuellement sur le plan international dans la sous-région, mais aussi concernant la guerre en Ukraine. Et tout ça, on a pu se changer dessus. Et nous sommes très très convaincus que le chemin que la Côte d'Ivoire fait actuellement, ça va renforcer notre coopération entre les deux pays, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Selon le chef de la délégation, cette visite en terre ivoirienne est la toute première que des parlementaires allemands effectuent à l'extérieur depuis 2021. Signe de la place importante qu'occupe la Côte d'Ivoire dans les relations entre l'Allemagne et l'Afrique en général, et en particulier de la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Achi, se félicite de l'appui de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire sur les questions de sécurité, d'insertion socio-professionnelle des jeunes, ainsi que de l'accompagnement du secteur privé. Avant cette rencontre, le Premier ministre Patrick Achi a reçu les délégués économiques allemands, conduit par Anja Eichtorp, secrétaire d'État du ministère fédéral de l'économie et de la protection du climat. Ceux-ci se sont dit heureux de l'intérêt qui est porté à la volonté d'approfondir les relations entre les deux pays. Volonté qui s'est matérialisée par l'ouverture officielle de la Chambre de commerce et d'industrie allemande en Côte d'Ivoire le 26 juin 2023. Nous quittons la Côte d'Ivoire, un temps sans peu, cette belle Côte d'Ivoire qui donne envie à tous, au même titre que nombreux pays africains. Tenez, regardez le Congo. Ce Congo où le président Denis Sassou Nguesso n'a pas été de tout repos. J'ai pour habitude de le dire, et vous m'entendrez le dire au cours de cette émission pour nombreux de nos chefs d'État. Après un périple de pratiquement 2 semaines, et tout cela pour apporter un bonheur à ses compatriotes congolais, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est rentré dans son pays. Après une tournée diplomatique de 2 semaines qu'il a conduit en Côte d'Ivoire, aux Émirats Arabes Unis, et en France pour prendre part à ce sommet sur le pacte financier mondial. Et c'est vrai qu'à travers certaines interviews
qu'il a accordé à des médias français. Il a décrié quand même le fait qu'on lui taxe d'être propriétaire d'immeubles, alors que dans un immeuble d'un quartier UP, le président Sassou Nguesso n'a qu'un appartement avec, l'a-t-il précisé d'ailleurs, 2 chambres à coucher. Le président Sassou Nguesso est de retour au Congo-Brazzaville. Reportage. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de retour à Brazzaville ce dimanche 25 juin 2023, après un périple de 2 semaines qui a commencé en Côte d'Ivoire et ensuite aux Émirats Arabes Unis et enfin en France. À l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est chaleureusement salué par les corps constitués nationaux à sa descente d'avion. Pour rappel, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, sort d'une tournée diplomatique qui a commencé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a effectué une visite d'État qui a débuté le 12 juin et a pris fin le 15 juin 2023. Cette visite d'État en Côte d'Ivoire a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération qui renforcent l'axe Abidjan-Brazzaville. Le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la Côte d'Ivoire. Il a par la suite été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Il a aussi été intronisé chef traditionnel à Tchan du nom Sagou. Les chefs traditionnels, les chefs religieux et les cadres en accord avec les autorités de la ville d'Abidjan. L'un des moments forts de sa visite d'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso s'est recueilli au caveau du premier président de la Côte d'Ivoire, le regretté Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est rendu à Dubaï après Abidjan, aux Émirats Arabes Unis, où il a séjourné du 16 au 20 juin 2023. Aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État congolais a redynamisé la coopération bilatérale entre les Émirats Arabes Unis et le Congo. Le point culminant de la visite du président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso aux Émirats Arabes Unis, a été son tête-à-tête avec Cheikh Mohammed Ben Zayed Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, au Palais de Mer à Abu Dhabi. Pour finir, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est rendu en France le mercredi 21 juin 2023 pour prendre part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial du 22 au 23 juin 2023. On retient entre autres les conclusions de ce sommet. L'adaptation du système financier international hérité de la Seconde Guerre mondiale à la donne actuelle, faite entre autres de changements climatiques ainsi que de la pauvreté galopante. Le président Emmanuel Macron a offert un dîner en honneur de ses invités, parmi lesquels le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dont le pays entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la France. Le président Denis Sassou Nguesso a prononcé un toast dans lequel il a magnifié la coopération et fait part à l'assistance des efforts consentis sous son leadership pour impulser la diversification de l'économie congolaise. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, rentre à Brazzaville en attendant la visite d'État qu'effectuera sous peu son homologue du Kenya à Brazzaville. Nous allons parler de la Tabaski, qui a été une fête pour toutes les communautés musulmanes en Afrique et d'ailleurs dans le monde. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la Tabaski s'est fêtée à grande pompe un peu partout. Nous avons eu un regard sur 2 zones en Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan et Daloa. Nous allons commencer par Daloa, cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le ministre de la promotion de la jeunesse de la République de Côte d'Ivoire y a été fêté avec toute la communauté musulmane de Daloa. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Touré a célébré la fête de la Tabaski en compagnie de la communauté musulmane de la ville de Daloa. À cette occasion, le ministre a souhaité aussi des élections apaisées en Côte d'Ivoire. C'est vrai que de part et d'autre, l'Afrique réclame ces élections apaisées de partout. D'autant plus qu'on sait que la Côte d'Ivoire va vivre des élections municipales et régionales dans quelques temps. Tout cela sera rythmé pendant ces périodes d'été. Nous allons aussi parler de cette grande prière à l'occasion de la fête de la Tabaski qui s'est déroulée du côté de la Riviera Golfe, à cette grande mosquée, où le chef de l'État, chef du gouvernement, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement, des personnalités diplomatiques
y ont pris par reportage Ousmana Koulibaly pour CNN Télévision. C'est à 8h que le cortège du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Méliet Koné, est arrivé à la mosquée de la Riviera Golf, suivi quelques minutes plus tard par l'arrivée du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été accueilli par l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf. Avec cet homme de Dieu, il s'est entretenu quelque temps, comme pour se souhaiter respectivement bonne fête de l'Aïd Moubarak, avant de se diriger vers la tente à lui être réservée pour la circonstance, non sans saluer des fidèles musulmans, des personnalités politiques et diplomatiques, les membres de son gouvernement, ceux du cabinet présidentiel. Puis, le chef de l'État a pris place sous une tente aux côtés des autres fidèles musulmans pour ce moment solennel. Solennité qui commence avec l'arrivée de l'imam célébrant en compagnie de sa délégation composée de ses adjoints et de ses talibés. Puis vint le début de la grande prière dirigée par l'imam en personne. Après ce moment de prière, l'imam principal s'est adressé à toute l'assistance au micro de CNN Télévision. Pour éviter cet échec, l'islam a prévu des directives de la vie aux musulmans. Depuis 14 siècles, l'islam encourage les jeunes musulmans à se marier afin de fonder de bonnes familles pour la société modèle, forte et prospère. Ce moment essentiel pour tous les fidèles musulmans s'est achevé dans la joie. Et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est exprimé face aux médias nationaux et internationaux. La paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles et surtout que nous continuions de penser aux plus défavorisés de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Je souhaite une très très bonne fête à tous et à chacune et à chacun de vous. Merci beaucoup. C'est alors que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est retiré dans un banc de foule avec des fidèles qui tous tenaient à le saluer et de lui souhaiter de vive voix « Bonne fête, Monsieur le Président ». L'équipe de reportage de CNN Télévision a recueilli les sentiments de quelques fidèles. Bonne fête à chacun de nous, à tous les musulmans du monde entier. Vraiment, c'est une fête qui se passe une fois par an. Donc, si tu as eu la chance d'avoir, il faut remercier le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a des gens qui cherchent ça, ils n'ont pas eu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Dieu merci, si tu es en bonne santé, que tu arrives à te déplacer, venir à la mosquée, il faut remercier Dieu. La fête, ça a été super. Et puis, la conversation de l'imam, voilà, l'imam a bien béni la fête. Et puis la fête, en tout cas, Dieu merci beaucoup, tout le monde, la santé. Voilà, la santé, longue vie à tout le monde, longue vie à M. Draman Ouattara, le président, que nous tous on connaît. Très heureux d'avoir pu célébrer encore une fois la fête du sacrifice en commémoration de l'acte posé par le prophète Ibrahim. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on célèbre ce genre d'événement, parce que cela nous remonte un peu dans l'histoire, montrer un peu la résilience qu'un enfant peut accepter de se voir proposer en immolation vis-à-vis de son père en toute patience. Et Allah a montré par là qu'il fallait respecter les ordres des parents. Donc c'est une de grandes vertus que nous faisons, que nous pouvons constater à travers cette geste. C'est un jour assez particulier dans le culte musulman qui est en lien avec le pèlerinage à la Mecque. Nos pèlerins ont fini le jour le plus important du Hajj hier, la journée d'Achoura. Ils sont aujourd'hui à cette heure en train de faire la lapidation. Et nous ici, nous allons immoler le mouton en commémoration de l'acte d'Abraham. Donc c'est vraiment une impression très favorable. Que Dieu agrée les prières de tous et surtout qu'il fasse que la paix règne dans notre pays.
À la question sur les élections régionales et municipales couplées de cette année 2023, le ministre a dit faire en sorte que ces élections soient apaisées. Vous savez, aller voter, vous êtes seul dans l'urne, dans l'isoloir, pardon, et à la limite, même on ne sait même pas pour qui vous avez voté. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des situations conflictuelles. Donc notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de progrès. Donc c'est vraiment d'éviter les uns les autres qui s'inscrivent dans cette dynamique. Tous les fidèles musulmans se sont rendus dans leurs domiciles respectifs pour la plupart afin d'accomplir le sacrifice comme l'avait fait Abraham, à savoir immoler le mouton pour rendre grâce à Allah pour toutes ses grâces. C'est une fête de Tabaski où tous nous avons souhaité une très bonne fête à tous nos frères, tous nos amis musulmans de par le monde. On se retrouve juste après la réclame. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Au Cameroun, le Conseil national de la communication, la haute hiérarchie qui gère tous les médias dans ce pays, le Cameroun, a décidé de tirer la sonnette d'alarme en présence du ministre de tutelle, le ministre de la Communication. Cette sonnette d'alarme touche tout simplement la véracité, la haine produite à travers les médias interposés dans le Cameroun, excelle aujourd'hui par tous ces médias et qui ont aujourd'hui pour contenu de déverser de la haine auprès des populations et des invectives de part et d'autre. Le CNC, le Conseil national de la communication au Cameroun, est monté au créneau pour lutter contre les discours de haine dans les médias. La haine au Cameroun, à travers les médias interposés, est devenue monnaie courante. Et ceci a causé beaucoup de tort à des familles et ramené un tant soit peu le métier de journaliste à un niveau inacceptable. Le président du Conseil national de la communication et le ministre de la communication, ministre de tutelle, M. René Emmanuel Sadi, ont décrié cette situation des discours de haine tant par les journalistes que les invités sur les plateaux de télévision. L'équipe de reportage dirigée par Raoul Sankoué et Eric Bikek se sont rendus de Douala à Yaoundé pour couvrir cet événement qui était très important. Et félicitations encore au président du Conseil national de la communication pour avoir mis le pied dans le plat et que cesse cette haine à travers les médias et qui entraîne le Cameroun au hit-parade des médias dont la haine est devenue pratiquement le principal contenu de leurs médias. Le ministre de la Communication y a apporté son parrainage, M. René Emmanuel Sadi. Nous nous rendons au Cameroun avec Raoul Sankoué. Lutter contre la prolifération des discours de haine sur la scène publique et médiatique en particulier, tel est le rude combat mené par le Conseil national de la communication. Ce 26 juin 2023 à Yaoundé, l'organe de régulation nationale de la communication au Cameroun a tenu un séminaire de travail et d'édification des principaux acteurs de la communication, dont les journalistes et les patrons de médias, sur le mécanisme d'éradication du discours de haine dans les médias au Cameroun. Un séminaire placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, présidé par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, représentant personnel du Premier ministre empêché. C'était en présence du président du Conseil national de la communication du Cameroun, Joseph Tchebonken Kalabossu, des professionnels du métier de journaliste, les acteurs politiques et de la société civile. Après la présentation d'une capsule montrant la prolifération du discours haineux et tribal dans l'univers médiatique au Cameroun, le président du Conseil national de la communication a dit tout l'objectif de la tenue du séminaire de lutte contre la montée en puissance du discours de haine au Cameroun. Nous espérons, en invitant les experts, que nous allons, à travers leurs opinions, trouver si par dans le court terme, dans le moyen terme, une sorte de résolution ou des réponses à ces discours de haine que nous voyons à travers nos médias, à travers les débats, à travers les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas seulement les journalistes ou bien ceux qui sont sur les plateaux, souvent avec les invités, mais nous avons ici certains invités aussi qui sont réguliers sur les plateaux et nous croyons qu'en échangeant avec les experts et avoir leurs opinions, ça peut aussi aider à diminuer ces discours de haine. Et nous croyons
fermement que ce n'est pas ce qu'on dit qui fait souvent problème, c'est la manière de le dire qui fait souvent problème. Un combat soutenu avec beaucoup d'énergie par le gouvernement camerounais au regard de l'impact de ce phénomène sur la paix et la cohésion sociale. C'est du moins ce qu'a souligné le ministre de la Communication à l'ouverture des travaux. Les discours de haine, c'est un sujet important. Et c'est pour ça que, après que le gouvernement a sonné l'alerte il y a quelques temps pour dire à nos compatriotes qu'il faut faire attention. Un danger qui plane sur nos têtes et qui se traduit par ce qu'on appelle aujourd'hui le discours de haine. La haine de l'autre. La haine de celui-là que l'on considère comme différent. Et qu'on a tendance à stigmatiser, qu'on a tendance à rejeter. Et ce phénomène est susceptible de remettre en cause nos acquis les plus précieux au Cameroun. Et vous savez que nous avons de gros luttes travailler à ce que l'unité nationale, la paix et la stabilité soient des références, soient nos signes distinctifs dans ce pays qui, à travers l'unité, la solidarité, la stabilité, a conquis à travers l'Afrique ce qualificatif, le havre de paix. Et donc, les discours de haine qui se traduisent un peu par ce regain de tribalisme, de sectarisme, de régionalisme. Tout ceci était de nature à mettre en péril ces acquis précieux. Le gouvernement en a parlé et aujourd'hui le Conseil national de la communication organise ce séminaire pour aller davantage dans le sens de la sensibilisation des médias. Les médias qui sont un instrument, un canal important des médias qui pourront donc relayer cette sensibilisation que nous souhaitons, cette éducation des populations, toutes catégories confondues, pour qu'on prenne conscience du danger que constituent ces discours de haine. Et malheureusement, les discours de haine ne sont pas tenus uniquement par les petits citoyens. Quand ces discours de haine sont tenus par ceux qui sont supposés être les référents dans une société, les intellectuels, les hommes politiques, ça devient... Au sortir de ce moment de réflexion, le président du Conseil national de la communication, en remerciant toutes les parties prenantes pour les différentes solutions proposées tout en les rassurant de leur mise en application, a également indiqué que le Conseil national de la communication va prolonger les activités de la campagne de sensibilisation des acteurs des médias à travers la visite de quelques rédactions dans certaines régions du pays. Le Conseil national de la communication du Cameroun rassure les populations de continuer de jouer pleinement son rôle de régulateur de l'univers médiatique au Cameroun afin de préserver ces populations camerounaises des effets néfastes d'une consommation abusive des produits moralement toxiques issus du développement rapide des technologies de l'information et de la communication. S'il est bien vrai que la haine est à proscrire dans les médias en Afrique pour le bonheur des Africains que nous sommes, et surtout pour essayer d'éduquer aussi, comme ça, nos journalistes de respecter un tout petit peu les canaux de leur métier. La haine doit être proscrite. Merci encore au président du Conseil national de la communication du Cameroun, et surtout ce parrainage du ministre René-Emmanuel Sadi pour tirer cette sonnette d'alarme. Un tant soit peu, quand on parle de médias, on parle de politique. On parle d'éducation et aujourd'hui, l'heure est arrivée. Et nous croyons que parler des élections apaisées pour faire stopper toutes ces haines, toutes ces décadences après des élections sont aussi comme ça le devoir de nos politiques. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de nous focaliser sur une haute institution qui a donné le ton en Afrique et qui a compris exactement ce qu'il faut faire. C'est l'heure du grand format.
C'est vrai que désormais tous les politiques parlent tout simplement d'élections apaisées et c'est vrai que c'est une chose essentielle. Tout l'honneur revient à la haute institution gabonaise qui est la Cour constitutionnelle pour avoir pris l'initiative de ce qui devrait faire école en Afrique. Expliquer, promouvoir et surtout informer les populations sur la chose électorale, sur le contexte, le code électoral et tout autre élément constitutif d'une élection. La Côte d'Ivoire va vivre très prochainement des élections municipales régionales. Le Gabon, des élections générales avec en prime l'élection présidentielle. Et cette campagne de sensibilisation au processus électoral qu'a initié la Cour constitutionnelle gabonaise devra faire école sur tout le continent africain pour que nos différents pays d'Afrique puissent désormais organiser des élections sans heurts. Et pour cette raison, la Cour constitutionnelle du Gabon a mis sur pied une campagne de sensibilisation, comme je le disais tantôt, qui devrait faire école sur le continent africain. Élucider le peuple à la chose électorale. Les juges constitutionnels ont sillonné tout le territoire national gabonais pour expliquer et écouter les doléances des populations et leur apporter des réponses à toutes les questions. Et cela a dissipé, continuera à dissiper. Et ce n'est pas fini. Cette Cour constitutionnelle gabonaise a retenu l'attention de toute l'équipe de rédaction de CNN qui a décidé de choisir ces éléments pour en faire le grand format. Osmose fusionnelle entre la Cour constitutionnelle gabonaise et les populations pendant la vaste campagne de sensibilisation sur le processus électoral au Gabon. En cette année 2023, qui verra des élections générales segmentées par des législatives, des locales et des présidentielles. La haute juridiction qui est la Cour constitutionnelle gabonaise, que dirige le docteur Marie-Madeleine Boranzo, par une heureuse initiative, a entrepris une caravane de sensibilisation sur le processus électoral au Gabon à travers tout le territoire national afin de permettre à tous les citoyens de comprendre et de s'approprier tout le processus des élections et par là s'informer du rôle et du fonctionnement de toutes les institutions qui participent à la chose électorale. Cette croisade pédagogique a pour objectif de prévenir, de préserver et surtout de conjurer la triste situation qui fait que les suites des élections soient toujours suivies des heurts et des violences. Par des cycles de séminaires, la caravane des juges constitutionnels est allée à la rencontre des populations à travers les provinces gabonaises. Ainsi, par un jeu didactique, la transmission s'est faite de manière limpide, claire et cristalline. La pertinence de ces savoirs partagés a donné lieu à des échanges édifiants, nourris par le grand intérêt que les populations gabonaises visitées ont manifesté. Du Moyen Nogoué, première étape de cette tournée, l'on verra le doyen des juges constitutionnels, M. Emmanuel Zébékalé, s'employer avec force arguments, mais toujours avec simplicité et à propos répondre aux préoccupations des uns et des autres. Ce rituel de partage aura été le même dans l'Angounier, car le but visé reste le même, édifier le citoyen sur les élections pour que le Gabon soit préservé et qu'à jamais disparaisse le spectre de la peur et de la désolation au sortir de chaque consultation électorale. Le message de sensibilisation porté par les membres de la Cour constitutionnelle gabonaise rencontrera la même adhésion dans la Nyanga. Une fois clarifiés les rôles et prérogatives de la Cour constitutionnelle gabonaise, du Centre gabonais des élections et du ministère de l'Intérieur gabonais, le juge constitutionnel Madame Louise Angué fera avec brio et sans emphase un déroulé qui confortera les populations pour ces moments instructifs et d'enrichissement mutuel. Vous savez, Tchibanga toujours connaît ces problèmes-là. C'est une première que nous constatons à Tchibanga et nous pensons que là, l'œuvre de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle a fait de faire en sorte que les élections se passent très bien dans le pays. Les citoyens dans le Gouy-Vindo ont salué cette bienheureuse et salutaire initiative de la haute juridiction qui désormais leur donne la substance de parer à toute velléité déplacée. Les membres de la Cour constitutionnelle sont venus ici dans la province de Gouy-Vindo particulièrement pour nous édifier sur le processus électoral. Et ce qui nous ravit de plus en plus, moi en tant que chef de quartier, parce que nous les chefs de quartier on était marginalisés.
Je suis habitant de Ovan. Nous remercions la Cour constitutionnelle, la présence de la Cour constitutionnelle ici à Ovan. Ça nous a profité de beaucoup de choses par rapport aux échéances à venir. Donc nous remercions leur présence ici à Ovan par rapport à ce qui s'est passé. Comme par un principe si logique, cet enthousiasme et cet engouement se sont vérifiés dans le Wallen Thème. Et ici, de même qu'ailleurs, les juges Emmanuel Zébékalé et Louise Anguet se sont investis sans compter. Le Goué maritime avait des teintes particulières pour cette caravane de sensibilisation initiée par la Cour constitutionnelle gabonaise. Le passé est chargé de souvenirs d'un pénible rappel. Aussi, les propos du juge Emmanuel Zébékalé ont ici un écho singulier. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Depuis l'accession de notre pays au régime de démocratie pluraliste, donc à la conférence nationale de 1990, ça fait aujourd'hui 33 ans, nous avons constaté que les échéances électorales se terminaient toujours par des émeutes dans notre pays. La Cour constitutionnelle n'est pas acteur, n'organise pas les élections, mais elle a deux rôles, entre autres, qui font qu'elle nous est commis aujourd'hui ici. C'est d'abord le rôle de veiller à la régularité des élections. C'est aussi le rôle de veiller au fonctionnement régulier des institutions. Le gouverneur, en déplorant les faits, donne la mesure de ce que le message véhiculé par la Cour constitutionnelle gabonaise ait rencontré une franche et totale adhésion ainsi qu'une parfaite compréhension de la part des populations locales. Vous avez donné des précisions sur chacune de ces étapes. Et nous nous en réjouissons parce que Paul Gentil a malheureusement mauvaise presse lors des manifestations post-électorales. Et nous osons présumer que ces brillantes présentations vont servir aux uns et aux autres pour que demain, ils ne s'appuient pas sur des arguments spécieux, des arguments fallacieux pour semer des troubles à notre public. Nous y sommes tous gagnants. Je vous remercie. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. On a été très satisfaits. Nous avons besoin de ça. Le peuple n'est pas édifié. Et des fois, c'est par ignorance qu'on fait certaines choses. Ce séminaire était vraiment important, surtout pour nous ici à Port-Gentil. Je suis très fière d'elle et qu'elle continue comme ça. Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre cette grande dame. Et c'est une bonne initiative d'aller vers la base, vers les populations. On pourrait dire ici, dorénavant, que le passé a vécu. La province de l'Estuaire comprenait le Grand Libreville, une des étapes de la phase de la caravane pédagogique de la Cour constitutionnelle gabonaise, initiatrice de cette campagne de sensibilisation sur le processus électoral, a retenu une intention particulière de mémoire de Gabonais. Jamais on n'a connu une ruée telle que ce déferlement en flot continu de compatriotes qui ont pris d'assaut le siège de la Cour constitutionnelle gabonaise dès la première journée du 8 février 2023, l'Auguste Palais en est arrivé à refuser du monde. Bien que charpenté et séquencé de manière catégorielle et corporative, les séances prévues par la haute juridiction rencontraient et suscitaient un attrait et un intérêt au-delà de la fascination et de la simple curiosité. Souvenez-vous, il y a quelques mois, à l'occasion de la rentrée solennelle de la juridiction constitutionnelle pour l'année 2022. Dans cette même salle, nous avons prononcé une allocution de circonstances dans laquelle 3 points fondamentaux étaient en bonne place. Le 3e point, c'était la tenue des séminaires de sensibilisation à travers tout le territoire national, y compris les missions diplomatiques, séminaire de sensibilisation sur la matière électorale. Et nous constatons ce matin que c'est une matière qui intéresse tous les citoyens, puisque la salle, ce matin, a refusé du monde. Parce qu'en définitive, notre objectif, c'est de dépassionner le débat politique, c'est de permettre à tout un chacun de connaître quel est son rôle dans ce long processus électoral? Parce que le processus électoral, il est très long, il comprend plusieurs phases et chacun d'entre nous intervient à un niveau ou à un autre.
La République est comme un corps humain. Et la République gabonaise, elle est là. Les jardins extérieurs du Palais de la Constitution étaient envahis, de même les salles annexes, pour permettre à l'affluence de suivre les échanges sur les écrans. Les partis politiques eux-mêmes doivent porter à la connaissance de leurs électeurs dans l'enveloppe à coller, si c'est maintenu. Voici, la loi explique tout ça. Voici comment on vote. S'il y a 10 candidats, tu vas choisir un. Donc dans l'enveloppe poubelle, quand tu vas aller à l'isoloir, mets les 9 que tu ne choisis pas. Mets-les dans l'enveloppe marquée poubelle. Et puis celui que tu choisis, c'est-à-dire moi, mets-moi dans l'enveloppe où c'est écrit vote. Tu prends les deux, tu vas laisser dans l'urne devant le président du bureau de vote et tous les autres scrutateurs avec les yeux pour scruter ce qui se passe. Car nous étions là dans le vrai, qui vient conforter l'initiative prise par la haute juridiction gabonaise, présidée par le docteur Marie-Madeleine Boranzo, en portant au devant des citoyens tous les ressorts et les méandres complexes qui jalonnent le processus électoral. Nous, on a estimé que, comme tout le monde le dit, d'ailleurs dans cette salle, pour tout le monde, c'est la Cour constitutionnelle que l'on voit. Donc on s'est dit, si nous ne nous lèvons pas pour aller vers les populations, vers les citoyens, pour essayer de les aider à comprendre cette matière qui est très complexe, ben, c'est nous les perdants, parce que dans tous les cas, le contentieux va arriver ici et chacun aura un beau rôle à dire, c'est la Cour, c'est la Cour, c'est la Cour. Bon, peut-être parce que nous occupons ce bâtiment, il est visible hein, à 10 000 lieues, on le voit. Peut-être parce qu'on nous voit plus qu'on voit les autres. C'est peut-être la raison pour laquelle on pense partout que c'est nous qui sommes partout et c'est nous qui devons nous occuper de tout. Le but visé par cette opération pédagogique de sensibilisation ainsi que de vulgarisation est qu'au terme du scrutin, le Gabon s'éloigne de ces lendemains tumultueux faits de heurts et désolation. L'acteur politique doit être un modèle. L'acteur politique doit inspirer confiance. Il faudra désormais substituer le spectre de la peur et de la violence par un climat apaisé et serein. La réponse instantanée, enthousiaste, de même que l'adhésion massive des populations à ces louables et nobles intentions, prouve à suffisance que cette démarche salutaire était attendue. Les élections apaisées qui sont appelées par tous. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans cette salle. Chers compatriotes, il y a aussi que depuis des décennies, vous allez entendre, mais pas à ce niveau, vous veuillez nous excuser, vous n'êtes pas au niveau vous êtes des plus hautes personnalités dans cette République, mais vous aussi, vous avez malencontreusement l'occasion d'entendre dire, voilà les élections dans ce pays. Depuis 1993, il n'y a pas de transparence. Et puis, l'organisation de l'élection se déroule toujours très bien. Ça se passe toutes les phases, que ce soit au niveau de l'établissement de la liste électorale, la révision de la liste d'abord avant son établissement, la mise en place des commissions électorales, la centralisation des résultats, ça se passe très bien. Mais le problème se pose au niveau de la proclamation des résultats. Au niveau de la proclamation des résultats. C'est-à-dire, au moment où la Cour constitutionnelle vient proclamer les résultats finaux dans cette salle d'audience. Mais à ce moment de la proclamation des résultats, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'élection est terminée depuis longtemps. Parce que l'élection, quand on proclame les résultats, l'élection est déjà terminée depuis l'annonce des résultats, qui est le rendu au public des résultats centralisés par les organes qui ont été mis en place par les acteurs politiques.
Oui. Depuis 1994, l'élection au Gabon est organisée par les acteurs politiques eux-mêmes. Et lorsque le juge constitutionnel Louis Zanguet, par des explications simples, cristallines et limpides, démontre une fois la nature et situe les différentes étapes, tout en indiquant les juridictions de référence par spécificité, l'assistance s'en imprègne et en est édifiée de fort belle manière. Pour être éligible, il faut être électeur dans la circonscription. Donc, si vous n'êtes pas électeur dans cette circonscription, vous n'êtes donc pas éligible. La constatation de l'inéligibilité entraîne automatiquement l'annulation de l'élection. Les partis politiques qui présentent des candidats à l'élection concernée désignent les vice-présidents et les assesseurs. Mais le candidat lui-même désigne son représentant. Il y a des mandats, des formulaires de mandat que un président de commission qui est bien organisé peut faire, et il remet à chaque candidat pour aller choisir son représentant. Une fois que c'est fait, il amène en 2 exemplaires, il amène les 2 mandats, les 2 formulaires. Le président de la commission doit viser. Le travers populaire établi et qui faisait à tort de la Cour constitutionnelle gabonaise l'alpha et l'oméga du processus électoral, elle n'est en aucun cas partie prenante dans le fonctionnement et la gestion du processus électoral. Et quand elle intervient, c'est que le scrutin est déjà bel et bien consommé. Il faut comprendre que cette disposition n'a aucun caractère impératif. Le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranzo, en ouvrant ses séminaires séquencés, les a voulu de toute transparence et sans tabou. Vous allez vous demander, mais nous sommes les agents des forces de défense et de sécurité, nous ne nous mêlons pas de la politique. L'élection, ce n'est pas notre affaire, et comme ce n'est pas non plus l'affaire des juges que nous sommes. Mais nous sommes d'abord des citoyens. La souveraineté nationale appartient au peuple et nous en faisons partie. Ce qui signifie que malgré le fait que nous ici, nous portons les toges que vous connaissez, et vous aussi, en face, vous portez aussi vos toges, au moins il y a un élément qui nous est commun, mais nous sommes également concernés par la chose publique et notamment par le moyen qui est mis à la disposition de nous, le peuple, pour choisir nos dirigeants. Le docteur Marie-Madeleine Boranzo a répondu à tous avec pertinence et clarté, et toujours avec cette finesse d'esprit qui la distingue. Face à l'engouement suscité, la Cour constitutionnelle gabonaise s'est engagée à programmer des séances supplémentaires. À ce jour, les séminaires ont reçu les partis politiques et la société civile, les parlementaires et la haute administration, avec les présences remarquées du président du Sénat, Madame Lucie Milébou-Aubusson, de Faustin Boukoumbi, président de l'Assemblée nationale, et celle de Michel Essanguet, haut commissaire général de la présidence de la République. La suite a vu les forces de défense, de sécurité, les acteurs des médias, ainsi que les confessions religieuses. Notre constitution, où le tout premier paragraphe de la loi fondamentale dit ceci: le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine, affirme solennellement un certain nombre de droits fondamentaux, parmi lesquels le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social, ainsi que des communautés religieuses. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante et sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale
de l'individu. Quand le savoir et le partage sont ainsi sanctuarisés, nous ne pouvons que nous en féliciter. Il ne fait aucun doute que cette belle initiative de la Cour constitutionnelle gabonaise, présidée par le docteur Marie-Madeleine Boranzo, fera école sur le continent africain. Et c'est tant mieux. Face au succès de cette campagne de sensibilisation sur le territoire national, la Cour constitutionnelle remet en route sa caravane avec une nouvelle campagne de sensibilisation dans les chefs-lieux des 9 provinces à l'intention des commissaires électoraux et les membres du CGE. Sans oublier la diaspora à travers les missions diplomatiques. Tout en remerciant tous les juges constitutionnels de la haute institution de la Cour constitutionnelle gabonaise pour cette approche de sensibilisation au processus électoral, avec bien sûr en tête le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranzo, parce que cette initiative devra faire école partout en Afrique. Et c'est sûr et certain, lorsque les populations africaines seront édifiées à la chose électorale, à connaître les droits et devoirs, à connaître exactement ce à quoi ils ont droit, les choses se passeraient mieux. Toute l'équipe de CNN et l'équipe de rédaction de Constier Kaolik News vous donnent rendez-vous le 1er septembre pour la reprise de nos programmes. Et d'ici là, restez sur votre chaîne de télévision parce que vous allez vivre tous ces moments politiques en Côte d'Ivoire, pour les municipales et les régionales, au Gabon pour les élections générales avec en prime l'élection du président de la République gabonaise. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et surtout, n'oubliez pas de regarder toutes les multidiffusions de cette émission et rendez-vous le 1er septembre. Au revoir.